Bonjour et bienvenue sur Algomius. Eh oui, ça fait déjà 4 ans. 4 ans en fait que cette chaîne, Algomius, existe, et elle parle maintenant de sujets assez variés dans le développement, l'algorithmie, les maths. Bref, on est allé un petit peu plus loin que ce qui était prévu. J'avais pas vraiment d'objectif en fait quand j'ai lancé la chaîne, à part parler en fait de ce que j'aime faire, c'est-à-dire en fait programmer, réfléchir à des programmes et optimiser les programmes le plus possible pour qu'ils soient le plus efficaces. Et donc tout simplement, cette chaîne était partie d'un constat, c'est que j'aimais beaucoup parcourir les chaînes YouTube de vulgarisation, comme par exemple Syllabus, Sciences étonnantes ou Y penser. Je trouvais que c'était des chaînes très intéressantes parce qu'elles vous permettaient en fait de vous lancer sur un sujet auquel vous n'aviez peut-être jamais pensé. Elles lançaient un sujet en l'air, elles faisaient une bonne introduction, elles vous permettaient de savoir un peu de quoi ça parle. Mais moi, en tant que développeur, je me trouvais toujours un petit peu bloqué en me disant « Ouais, mais maintenant, ce sujet-là, il m'intéresse. » Alors, il ne m'intéressait pas tous, mais ceux qui m'intéressaient. Et je me disais « Mais comment on fait pour aller plus loin maintenant ?» Parce qu'effectivement, on a donc éveillé ma curiosité, on a créé un nouveau sujet, un truc que j'ai trouvé super intéressant. Mais comment je peux maintenant me l'approprier, ce sujet? Comment je peux manipuler les concepts et comment je peux jouer un petit peu avec ça? Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai monté la chaîne Algomius. Alors, étant informaticien de formation, développeur, je trouve en fait que la partie développement est vraiment très intéressante parce qu'elle permet avec très peu de moyens de faire quelque chose. Vous pouvez programmer en fait directement avec votre ordinateur, peu importe sa puissance, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur dernier cri pour pouvoir commencer à travailler. Vous avez juste besoin d'un compilateur, d'un interpréteur, et puis d'un éditeur, tout simplement, pour écrire votre code, et déjà, c'est parti, vous pouvez vous lancer. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. En plus, faire des erreurs au début, eh bien, ça n'a quasiment aucun impact à part vous faire perdre un petit peu de temps. Vous ne cassez rien, vous ne cassez pas de matériel, et donc c'est très intéressant et c'est très formateur pour apprendre. Et donc, mon but, c'était tout simplement d'aller un petit peu plus loin que ces chaînes-là, c'est-à-dire que à partir du moment où ces chaînes-là vous avez donné une bonne introduction et une envie de creuser un sujet, et bien d'avoir un contenu qui vous permette vraiment de faire quelque chose de votre côté, de manipuler des concepts et d'arriver à programmer quelque chose qui fonctionne. Donc c'est vrai que ce concept m'oblige un petit peu à faire des vidéos longues, parce que j'aimerais aussi que mes vidéos soient plutôt autonomes, c'est-à-dire que si vous cherchez quelque chose sur un sujet, que vous trouvez une vidéo, j'aimerais que vous ne soyez pas obligé de regarder 17 vidéos avant pour comprendre en fait comment ça marche. Donc j'essaye en fait de rendre mes vidéos les plus autonomes possibles. Ça veut dire qu'effectivement il y a toujours beaucoup d'informations dans les vidéos. Certains peuvent dire qu'il y a effectivement de la redite, c'est vrai, d'une vidéo à l'autre il y a de la redite tout simplement, pour garder ce côté autonome. Alors les vidéos que je mets sur ma chaîne, elles sont de deux natures. Comme je suis formateur, il y a une partie des vidéos qui est là en support des formations que je donne, donc qui sont destinées directement à mes étudiants, sur des cours que je donne, et qui leur permettent en fait de pouvoir préparer au mieux des évaluations avec simplement des choses que l'on peut revoir. Il y a aussi d'autres vidéos sur lesquelles le sujet est un petit peu plus libre. Par exemple, cette année, on a parlé un petit peu de machine learning. J'ai lancé quelques vidéos de machine learning pour voir en fait si le sujet pouvait intéresser certaines personnes. On a parlé un petit peu de cryptographie aussi. Là, pareil, hein, c'est juste voir un peu s'il peut y avoir des gens intéressés dans ce genre de concept. Et si jamais il y a un intérêt pour ces vidéos, eh bien, on peut continuer un petit peu plus loin. En fin d'année, ou en début d'année, j'ai aussi lancé un petit peu quelques vidéos pour résoudre des challenges de programmation. Alors là aussi, je n'ai fait que les premiers challenges, c'est les 4 ou 5 premiers que j'ai mis en place, tout simplement pour permettre aux gens de se lancer dans le challenge. Je pense que dans ce genre de choses, en fait, le plus dur, c'est de se lancer, de comprendre la logique du challenge, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous est demandé et comment, si vous voulez répondre aux questions, quelle est la réponse qui est attendue. Donc, on avait fait des challenges de Noël, par exemple, le calendrier de l'Avent des développeurs, et là aussi, je voulais voir si ce genre de choses peut intéresser certaines personnes. Alors, les challenges de programmation, j'hésite un petit peu à en parler, parce que, par exemple, vous avez des sites qui sont très bien faits comme Coding Game, qui vous permettent en fait de vous creuser les méninges et d'essayer de trouver un petit peu comment résoudre les différents puzzles qui sont proposés. Alors je trouve un peu dommage de poster la solution directement sur YouTube, puisque ça empêcherait en fait toute la recherche qui a été faite.
Donc c'est vrai que là, pareil, je me limite un petit peu aux premiers exercices pour ne pas aller trop loin et pour ne pas divulguer naturellement tout le challenge. Pour revenir un petit peu à la chaîne Algomius qui est sur YouTube, donc au moment où je fais la vidéo, on a à peu près 245 vidéos qui sont sorties sur des thèmes assez divers, et on a passé il y a quelques jours les 6700 abonnés. Alors là pareil, c'est des statistiques que je vous donne, mais je ne m'étais fixé absolument aucun objectif. Encore une fois, je suis sur une chaîne qui n'est pas du divertissement, c'est-à-dire je ne fais pas de sketch, je ne raconte pas des histoires, je n'invite pas des gens connus et ainsi de suite. Je suis vraiment là et je parle de programmation et de maths, et d'arriver à voir qu'il y a quand même 6700 personnes qui suivent cette chaîne pour en apprendre davantage sur ces matières-là, eh bien ça me fait énormément plaisir, parce que moi c'est des matières que j'aime beaucoup, et je parle vraiment des sujets qui m'intéressent, donc de voir qu'il y a aussi des gens qui s'intéressent à cela, eh bien je suis très content de voir d'être suivi. En plus, je suis effectivement sur une chaîne francophone, donc je ne parle qu'en français, et toutes les vidéos que je fais sont en français, donc là aussi je me limite à une partie de la population qui parle français, mais c'est un choix délibéré, hein. Je pense qu'au niveau contenu, les anglo-saxons sont plutôt bien fournis, il y a énormément de vidéos en anglais qui sont faites, même par des gens qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle, hein. Je pense notamment par exemple aux Indiens qui font énormément de vidéos en anglais qualitatives sur le domaine de l'informatique et de la programmation. Donc j'ai trouvé que le choix de rester sur la langue française et d'aider les francophones était quelque chose qui était plutôt intéressant, puisque il y a peut-être moins de contenu justement en français sur ces thèmes-là. Alors si je voulais dresser un bilan pour l'année qui vient de passer, eh bien, comme je vous l'ai dit, les vidéos sont dictées la plupart du temps par des formations que je donne. Et les formations que j'ai données cette année se sont orientées beaucoup autour du C, C++, et donc c'est pour ça que cette année a été riche dans ce domaine-là. Alors je suis désolé pour les gens qui suivaient la chaîne pour la programmation Python, mais la programmation Python reviendra, hein, j'en parlerai pour les projets que j'ai pour l'année à venir, mais c'est vrai que cette année, je me suis axé beaucoup sur C et C++, c'est un contenu que je n'avais pas, mais que je devais mettre à disposition de certains étudiants. Alors, moi, le langage C, le C++, c'est un langage que j'aime beaucoup, parce que c'est le langage avec lequel j'ai appris à programmer, à l'époque. Avant le C et C++, je faisais un petit peu de Basic ou un petit peu de Pascal, mais c'est vraiment avec le C que j'ai appris à programmer, et que j'ai appris vraiment, si vous voulez, l'interaction qu'il y a entre le langage de programmation et la machine. Je trouve que ce sont deux langages qui sont vraiment intéressants pour ça, parce que le C est un langage en fait qui ne vous cache rien, qui vous permet de gérer finement la mémoire, qui vous oblige à comprendre un tas de concepts avant de pouvoir développer. Alors, certains y voient un désavantage, parce que vous prenez beaucoup plus de temps à apprendre à programmer en C qu'en Python, mais par contre, quand vous avez compris ces concepts-là, eh bien vous savez tout ce qui se cache derrière. Python est un langage beaucoup plus facile à apprendre, parce que de premier abord, en fait, il vous cache énormément de choses. Donc, vous apprenez facilement, mais tout ce qui est caché, à un moment donné, il faudra le comprendre quand même. Donc, l'apprentissage est un petit peu différent entre les deux langages. Mais c'est deux langages, en fait, que j'apprécie énormément. On a débuté aussi la programmation orientée système d'exploitation. Alors, pour l'instant, je l'ai fait en C, parce qu'il y avait une demande là-dessus, mais j'aimerais aussi faire justement en parallèle la programmation orientée système d'exploitation en Python. Pourquoi ? Tout simplement parce que Python est un langage de script génial, la syntaxe est assez simple à comprendre, c'est très simple à programmer, et je pense que ça peut servir également à énormément de gens qui sont plutôt axés réseau, ou qui sont axés infrastructure plutôt que développeurs, et ça peut les aider en fait à automatiser plein de scripts du côté serveur. Et donc c'est quelque chose que j'aimerais en fait monter en parallèle maintenant, à partir de l'année qui vient, d'avoir en parallèle justement un Python pour la programmation OS, comme ce que j'ai fait cette année en C. Alors en C, on va encore continuer, il y a des telles choses qu'on n'a pas vues, mais j'aimerais effectivement faire le pendant en Python. J'ai lancé quelques vidéos de machine learning avec scikit-learn, là aussi c'était pour voir si vraiment il y avait une demande. C'est pas quelque chose que dans une formation où j'interviens vraiment en physique, ça peut le devenir si jamais c'est un thème qui intéresse les gens.
Donc là, ces dernières semaines, j'ai juste lancé quelques vidéos pour voir en fait s'il y avait un intérêt, si les gens s'intéressaient justement à ces modèles de classification, des modèles hiérarchiques et ainsi de suite, et voir s'il y a une demande, peut-être qu'on creusera un petit peu le chapitre de l'IA et qu'on ira un petit peu plus loin sur ce domaine. Cette année, j'ai aussi refondu toute la partie algorithmie. C'était des vieilles vidéos en fait que j'avais fait au tout début, c'était les premières vidéos où on avait parlé de boucles, on avait parlé de structures conditionnelles. Et eh bien le matériel et la connaissance en fait des logiciels n'étaient pas encore là, n'étaient pas encore au rendez-vous. Donc ces vidéos étaient simplement des PowerPoint que je passais. Je mettais ma voix dessus. Je n'avais absolument pas une image de moi, je n'avais pas de webcam. J'étais dans une pièce qui résonnait, le son était en mono. Bref, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et je trouvais que ça manquait aussi un petit peu d'interaction. De juste passer des éléments en PowerPoint ou de montrer un éditeur où tout est déjà écrit, ça manque un petit peu d'interaction, ça manque un petit peu de montrer la réflexion qui est derrière quand on écrit un programme. Et donc en fait, ces vidéos d'algorithmie, elles ont été refaites. C'est pas les seules, j'ai d'autres projets pour refaire des vieilles vidéos qui ne me plaisent plus techniquement et que je ne trouve pas très intéressantes. Cette année, j'ai aussi essayé de poster sur Twitter les sorties de vidéos, ce que je vais arrêter, parce que je pense que Twitter n'est absolument pas la bonne plateforme pour ça. Twitter a l'air d'être plutôt une plateforme un petit peu d'actualité, où les gens expliquent un peu ce qu'ils font, postent des photos d'eux sur l'instant, ou ce genre de choses. Je ne suis pas sûr que Twitter soit vraiment une plateforme qui permette de mettre en avant du matériel, qui permet de comprendre des choses, des tutos, ce genre de choses. Donc pour l'instant, mon compte Twitter existe toujours, mais je pense que c'est quelque chose qui sera moins alimenté à l'avenir. Autre évolution cette année-là, j'avais beaucoup de commentaires en fait qui me disaient que le fait d'avoir ma tête dans l'angle, en bas à droite des vidéos, nuisait à la lecture de certaines slides. On avait souvent la fin de phrase qui était perdue, ou alors quand je tapais quelque chose, ça pouvait peut-être cacher en fait avec la caméra. Donc là aussi j'ai cherché comment je pouvais améliorer ça, et je suis donc passé au fond vert, donc tout ce qui est présentation. Quand je passe une présentation ou quand je code, je suis donc sur fond vert, et ce qui permet effectivement d'éliminer toute la partie arrière de la vidéo. Donc c'était un commentaire qui revenait très souvent dans les vidéos, ta tête cache ce que tu es en train de taper ou ce que tu es en train d'expliquer. Avec le fond vert, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu plus intéressant et beaucoup plus visible, et donc c'est quelque chose que je vais continuer à faire parce que c'est quelque chose de très intéressant. Encore une fois, moi je viens du développement, je suis développeur, et donc je ne suis absolument pas, j'ai pas de compétences particulières en montage, en son ou en vidéo. Donc j'apprends un petit peu sur le tas, je glane un petit peu des conseils à gauche à droite, je lis des documentations, peut-être pas assez en ce moment, parce que je me suis consacré énormément au contenu plutôt que à l'image, mais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais évoluer également. Je vous propose de prendre 5 minutes pour parler un petit peu du site internet algomuse.fr. Alors algomuse.fr, c'est un site internet que j'alimente régulièrement et qui en fait vous permet de retrouver plus rapidement une vidéo sur un thème donné. C'est vrai que je suis maintenant à pratiquement 250 vidéos, ça commence à être un petit peu difficile de retrouver une vidéo sur quelque chose de bien précis, et donc ce site permet de répertorier facilement les différentes vidéos que je diffuse. Alors je voulais que ce soit un site autodocumenté, et c'est pour ça que j'avais créé un onglet projet. Donc le site évolue, il évolue pas très vite, en un an j'ai juste ajouté la partie JavaScript. Il n'évolue pas aussi vite que je le voudrais, tout simplement parce que j'interviens pas forcément sur des formations web très poussées. Je suis avant tout sur la partie web débutant, c'est-à-dire HTML, CSS, un petit peu de JavaScript. Donc cette année, on va peut-être encore terminer la phase 2, peut-être un petit peu parler de SaaS, de faire quelques animations. J'aimerais bien faire une vidéo qui explique comment on fait un spin loader en entier, ce genre de choses. Peut-être parler aussi des tests unitaires qui peuvent être intéressants à voir en environnement web. Mais effectivement, je n'ai pas de demande en particulier sur des formations côté serveur. Il y a beaucoup de gens qui savent faire ça et qui le font très bien, que ce soit
en PHP, en JavaScript ou en Python. Donc moi j'interviens pas forcément là-dessus, et comme les formations sur lesquelles j'interviens ont ma priorité, eh bien c'est vrai que toute la programmation web est pour l'instant un petit peu ralentie. Alors sur le site web, effectivement beaucoup de choses ont changé. Je continue à sortir régulièrement mes vidéos, et donc systématiquement l'actualité que vous trouvez ici, ce sont les dernières vidéos qui ont été mises en place. Dans les vidéos par thème, beaucoup de choses ont été réorganisées, parce que je me suis rendu compte en fait que la répartition des vidéos faisait pencher le poids de la balance d'un côté ou dans un autre. La partie algorithmie est maintenant assez conséquente. Là aussi, j'aimerais encore continuer à l'alimenter si je trouve des algorithmes intéressants. Donc pour l'instant, on a la partie introduction à l'algorithmie qui a été entièrement refaite cette année. C'était des vidéos qui étaient assez anciennes, qui étaient la plupart du temps avec un son mono, où je me contentais en fait d'afficher des images. C'était vraiment les premières vidéos que j'ai faites avec mon smartphone. Donc elles étaient un petit peu problématiques, j'étais pas toujours très clair dans mes explications, donc j'ai décidé de les refaire. Elles sont maintenant entièrement refaites pour cette année. Les algorithmes de tri, les algorithmes originaux, quelques algorithmes sur les graphes, tout ça, ça vient naturellement en complément. La programmation Python, c'est mon gros chantier de l'année qui va venir. J'aimerais refaire aussi ces vidéos-là. Pour les mêmes raisons que l'algorithmie, j'ai commencé par l'algorithmie et la programmation Python. Et donc la programmation Python, ce sont des vidéos qui font assez vieillottes maintenant. Le son est en mono, donc on l'a que d'un seul côté. Et là aussi, je trouve que l'interaction n'est pas très dynamique. À l'époque, j'étais pas encore à l'aise. Pour expliquer quelque chose en programmant en même temps, c'est quand même une habitude à prendre, puisque vous faites deux choses à la fois, et il faut que votre discours soit cohérent, tout autant que votre programme quand vous le lancez. Donc c'est une habitude à prendre. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise sur ce genre de choses, et donc j'aimerais reprendre ces vidéos-là. J'aimerais aussi les reprendre pour une autre raison, c'est que j'aimerais aller maintenant plus loin en Python, c'est-à-dire qu'en Python, pour l'instant, je n'avais pas non plus de formation qui me demandait d'aller beaucoup plus loin que simplement le Python de base, et les différents éléments de base, donc les si, les boucles, les fonctions. Mais j'aimerais effectivement prolonger les connaissances en Python pour parler un petit peu de la programmation objet en Python, et aussi, pourquoi pas, de la programmation système en Python. Je suis en train de la faire en C pour une formation que je suis. Si vous êtes plus à l'aise avec Python, pourquoi ne pas utiliser également Python pour faire de la programmation orientée système d'exploitation, et essayer de voir comment je peux accéder aux différents thèmes de mon système d'exploitation. Voilà, donc ça c'est une partie qui va être amenée à être modifiée et à devenir beaucoup plus importante. La partie mathématique, pour l'instant, je suis sur les mathématiques, surtout du BTS SEO, donc pour l'instant, je n'ai pas de demande en plus en particulier, donc cette partie ne va probablement pas bouger. L'UML, c'est une partie que je vais essayer d'étoffer aussi dans l'année qui vient. Il manque quelques diagrammes. Là, j'ai les diagrammes principaux des diagrammes UML, mais il en manque quelques-uns. Le diagramme de package, par exemple. Voilà, où il y a un diagramme qui est spécifique aux livraisons en production. C'est les diagrammes que j'aimerais ajouter aussi dans le temps. Pareil, c'est dans ma to-do list. Il n'y a plus qu'à, en fait, préparer les exemples et faire les tournages de ces exemples-là. Base de données, c'est quelque chose où pour l'instant, je suis assez content de cette partie-là. Elle couvre énormément de choses. J'ai pas forcément de besoins spécifiques supplémentaires. Alors, on parle beaucoup de MySQL. PostgreSQL, eh bien on en parle, mais simplement par rapport aux modifications que ça apporte à MySQL, ou au plus que ça apporte. Donc, ça couvre énormément de choses. On parle aussi un petit peu de NoSQL avec MongoDB. Là aussi, j'ai pas forcément de besoins spécifiques dans d'autres types de bases NoSQL, comme par exemple, je sais pas, des types graphes ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, je reste là-dessus. Et SQLite, qui est du SQL aussi, mais qui est simplement un autre système de gestion de base de données. Donc j'ai qu'une seule vidéo pour voir comment elle s'interface avec Python, puisque derrière c'est du SQL, et tout ce que vous avez appris en MySQL ou en Postgre par exemple, peut être valable aussi en SQLite. Donc cette partie visiblement ne bougera pas dans l'année qui vient. Données IA, c'est une partie qui me pose un petit peu problème, parce que je vais vous le dire honnêtement, je ne trouve pas le sujet de l'intelligence artificielle très intéressant. Alors je sais qu'il est à la mode en ce moment, beaucoup de gens surfent sur la vague de l'IA. C'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Alors ça m'intéresse pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie d'investir tout mon temps.
Dans les dernières semaines, j'ai lancé plusieurs vidéos de machine learning pour voir un petit peu si il y avait un intérêt là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai lancé 3 vidéos d'algorithmes en scikit-learn. J'ai encore du matériel pour en faire 2. Le but de ces vidéos, c'est d'expliquer un petit peu comment construire un modèle de machine learning avec scikit-learn et de voir aussi s'il y a un intérêt, s'il y a des gens que ça intéresse, pour voir s'il faut creuser un petit peu la chose. L'IA, j'ai un petit peu ce problème-là, j'ai l'impression que les gens aiment bien le côté magique de l'IA, et quand on commence à l'expliquer, en fait, les gens trouvent ça pénible, il y a des maths, il y a des stats, finalement c'est pas si intéressant que ça. Donc, je sais pas si c'est un sujet qui reviendra dans mon planning, je regarderai en fonction des demandes et de l'intérêt qu'il peut y avoir pour ce genre de thème. Développement web, on en a déjà un petit peu parlé, hein, j'ai pas de demande pour l'instant pour le côté serveur. Pourquoi pas en parler un petit peu quand même, on verra. Programmation shell, pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin, alors peut-être que ça va revenir lorsque l'on va continuer la programmation système en C. Peut-être qu'il y aura des choses en shell dont on aura besoin et qui viendront alimenter cette partie. La programmation C et C++ maintenant a pris de l'ampleur, hein, puisque je suis sur donc la formation du BTS CIEL qui donc utilise le langage C++, les langages C et C++ comme base de travail. Donc là effectivement c'est des vidéos qui ont... Il y a énormément de vidéos qui sont sorties cette année sur ce sujet-là. Ça va continuer notamment sur la partie programmation système en C, qui est quelque chose que j'aime bien, que je trouve assez intéressant, puisque ça va vous permettre en fait d'automatiser énormément de tâches du côté système d'exploitation. Donc là, il y aura aussi effectivement des choses qui vont arriver. Pour le reste, pour le langage en lui-même, la programmation C++ ou C, je pense que j'en ai fait le tour. S'il y avait des évolutions, ça serait plutôt autour de certaines bibliothèques, peut-être, qui peuvent être intéressantes, peut-être une bibliothèque graphique, ou peut-être une bibliothèque qui vous permet de faire du fenêtrage comme Qt ou quelque chose comme ça. Voilà un petit peu les évolutions que l'on pourrait retrouver dans cette partie. Les outils du développeur, là pareil, j'ai pas vraiment d'ambition en particulier, hein. Dès que je pense à quelque chose, je vais le mettre dedans. Donc là, cette année, on a travaillé sur Git pour mettre des projets justement en ligne et pouvoir les récupérer. Voilà, ça fait 2 vidéos de rappel de commandes qui peuvent être assez intéressantes. Git, on est toujours en train de chercher comment s'écrit telle commande, comment est-ce que je fais quand je me retrouve dans une situation complètement bancale et je sais plus comment m'en sortir. Donc ces 2 vidéos en fait sont tout simplement là pour ça, pour reprendre un petit peu les bases. Là aussi, qu'est-ce qu'on pourrait voir de plus? Est-ce qu'on pourrait peut-être faire une vidéo sur le travail à plusieurs, travail en communautaire, sur plusieurs branches, ce genre de choses? Je ne sais pas s'il y a une demande. Je pense que pour l'instant, ces 2 vidéos permettent une bonne introduction à l'outil de versionning qu'est Git. Et enfin, tout en bas, j'ai commencé en fait à créer un onglet formation. Donc, ce sont toutes les vidéos qui sont dans ces onglets-là se retrouvent dans les thèmes du haut. Hein. C'est tout simplement que ces thèmes sont repris par rapport aux formations que je suis. Donc, dans le BTS SEO, je vais retrouver que les thèmes juste pour les BTS SEO, donc pour le module de maths algo par exemple, ou base de la programmation. Pour les BTS SN et CIEL, pareil, on va retrouver énormément de programmation C, C++, on va retrouver l'UML, bref, tout ce qui est vu en fait avec cette promo-là. Et les M2I, c'est les managers en ingénierie informatique. Eux, on va être plutôt sur de l'algorithmie un petit peu avancée. On va parler de complexité, on va essayer de comparer les algorithmes de tri, on va parler d'algorithmes sur les graphes ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout simplement, j'ai pioché en fait les différentes vidéos de ces différents thèmes pour que chaque promo en fait retrouve le programme qui lui est accessible, hein, et donc ça lui permet de retrouver les vidéos de révision directement lorsqu'il y a des évaluations à préparer. Voilà pour le site, je pense qu'on a tout dit, et ça peut donner justement une bonne idée des évolutions qu'il y aura à l'avenir sur le site. Et si maintenant nous parlions un petit peu d'avenir? Effectivement, nous avons vu que les 4 années se sont déroulées, il y a presque 250 vidéos en place, mais que nous réserve l'avenir en fait? Et au moment de faire cette vidéo, alors la date anniversaire tombe toujours en juin, je vous parle toujours d'avenir, je lance plein de projets, et je me rends très souvent compte en septembre en fait que j'ai un emploi du temps qui a changé, j'ai de nouvelles matières qui prennent donc la priorité sur ce que j'avais prévu. Alors cette année c'est un petit peu différent, puisque au mois de juin je sais déjà à peu près
quels sont les cours qui vont être donnés à partir de septembre, et donc je suis un petit peu plus assuré de ce que je vais faire et de ce que je vais pouvoir produire l'année qui vient. L'année qui vient, je vais avoir moins de nouveaux cours, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça va me permettre en fait de consolider les cours qui sont en place. J'ai déjà effectivement pas mal de cours que j'ai dû faire en parallèle, donc j'ai fait les vidéos en parallèle des cours que je montais et que je faisais, je créais le contenu, je faisais les vidéos en parallèle. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant pratiquement toute l'année écoulée. Et je me suis fixé en fait une liste sur laquelle je mettais tous les éléments dont j'aimerais parler un jour, mais que là, j'ai pas le temps de l'intégrer. Et donc justement, ce temps, je risque de l'avoir l'an prochain, et c'est une bonne chose. Ça me permettra justement de vider ma to-do list, qui en ce moment commence à être gigantesque, et je vais prendre du temps du coup pour combler ces lacunes, pour aborder ces thèmes en fait que je n'ai pas eu le temps d'aborder pendant l'année. Alors sur ce qui est sûr déjà, c'est que on va continuer en C et C++. On va continuer sur ces deux langages puisque j'ai encore pas mal de cours à faire sur la partie programmation liée à l'OS. Donc c'est quelque chose qui va nous amener peut-être aussi un petit peu sur de la programmation donc liée au système d'exploitation et qui va nous amener peut-être à comprendre un petit peu le système d'exploitation et le réseau. Donc c'est peut-être aussi en fait une matière qui va nous amener un petit peu sur l'aspect un petit peu plus matériel ou un peu gestion de réseau. Alors pareil, moi je suis développeur à la base, donc dans mes études de développement j'ai fait du réseau, mais à l'époque en fait c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas vraiment. C'est-à-dire que, alors ça m'intéressait, la partie système et réseau, mais par rapport au développement qui m'intéressait vraiment beaucoup, eh bien en fait les réseaux je faisais vraiment les évaluations, je rendais les TP, mais sans vraiment en fait m'y intéresser plus que ça. Je me rends de plus en plus compte que c'est un tort, parce que je me rends compte que effectivement un programme optimisé, eh bien c'est à la fois la connaissance effectivement du programme, ça peut être la connaissance aussi des mathématiques qui se cachent derrière les données que nous manipulons et qui peuvent nous faire gagner du temps, mais c'est aussi effectivement la connaissance du matériel sur lequel va tourner le programme. Et donc c'est une bonne chose en fait de connaître un environnement complet. Je me retrouve aussi également de plus en plus face à des étudiants qui sont dans des filières vraiment infra, et j'aimerais aussi arriver à les intéresser sur les matières liées au développement. Donc arriver en fait à faire du développement lié à l'infrastructure, et c'est pour ça en fait qu'on va peut-être continuer à parler de la programmation orientée système d'exploitation, et qu'on va créer une partie programmation liée au système d'exploitation, mais en Python. Et donc ça peut donner une variante pour créer des scripts automatisés côté serveur. Donc ça, je ne sais pas encore quel aspect ça va prendre exactement, mais c'est sur un thème sur lequel je vais continuer à travailler. Autre thème, justement, puisqu'on parle de Python, j'aimerais refondre les vidéos qui parlent de Python. Comme ce sont des vieilles vidéos, c'est les premières que j'ai faites, et les premières vidéos que vous faites, et bien à un moment donné, il faut se lancer. Vous ne savez pas exactement comment marchent les logiciels que vous avez, vous ne savez pas trop comment prendre du son, vous ne savez pas trop comment en fait préparer une salle, vous ne savez pas comment faire l'éclairage, et donc en fait il y a énormément de choses manquantes, mais le plus gros manque aussi c'est que quand vous débutez, eh bien c'est plutôt difficile en fait d'expliquer quelque chose tout en programmant. Faire deux choses en même temps, c'est assez compliqué, c'est-à-dire arriver à faire un programme qui marche tout en ayant une explication qui tient la route, c'est quelque chose en fait qui se travaille. Alors maintenant je me sens un petit peu plus à l'aise pour faire ce genre de choses, après 4 ans, donc je pense que c'est le bon moment pour refondre justement ces vidéos Python et les rendre plus intéressantes. Ça va me permettre de refaire une base de travail correcte, et ensuite de pouvoir continuer en Python, donc c'est-à-dire faire du Python côté système d'exploitation, parler aussi de programmation orientée objet en Python, et pourquoi pas présenter quelques bibliothèques. Alors en machine learning, on en a déjà présenté quelques-unes, mais peut-être des bibliothèques graphiques comme Pygame ou ce genre de choses. Essayer de voir ce que l'on pourrait faire à partir du Python de base pour le faire évoluer et pour en faire quelque chose de sympa. Voilà. Sinon, on va consolider énormément de thèmes, comme je vous l'ai déjà dit. On va essayer de consolider le thème des tests unitaires, tests de non-régression, tests... voilà. Tous ces tests-là, on va essayer de les reprendre aussi et de donner un petit peu des cas plus concrets. On va voir avec quel environnement on peut l'utiliser. J'ai du contenu pour vous parler un petit peu de Jest.
qui est une bibliothèque de test orientée JavaScript. Et comme on travaille en C, C++ et Python, peut-être qu'on pourrait voir aussi un PyTest, peut-être par exemple, bibliothèque de test de Python, ou l'équivalent par exemple pour C ou C++. Donc ça c'est un thème que j'aimerais un petit peu étoffer, parce que c'est quelque chose qui est quand même essentiel, surtout pour les étudiants. Alors, c'est essentiel pour les étudiants, mais aussi quand vous travaillez en entreprise. Si vous avez des bons tests, ça vous permet effectivement d'augmenter la qualité de ce que vous faites. Mais c'est vrai que les tests pour les étudiants, c'est quelque chose qui revient énormément. C'est des questions sur lesquelles on pose. Il y a souvent des questions qui sont posées aux étudiants sur cette partie test-là, donc c'est quelque chose que j'aimerais approfondir. L'UML, pareil, il manque quelques diagrammes dont j'aimerais parler, 2-3 diagrammes en plus. J'aimerais peut-être encore étoffer l'UML avec des exemples concrets où on part vraiment d'un exemple et on monte complètement un diagramme à partir de rien. Pour montrer un petit peu la réflexion qui est derrière et comment en fait on crée notre diagramme. J'aimerais continuer aussi à vous montrer quelques algorithmes originaux. Alors peut-être des algorithmes gloutons. Si on peut faire le joint peut-être avec la jointure avec l'IA, peut-être parler un petit peu je sais pas, de réseau de neurones ou alors de colonies de fourmis, peut-être ça c'est des algorithmes qui sont très sympas à voir aussi. Sauf que c'est des algorithmes qui me demandent un petit peu plus de travail qu'un triabule. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut que je planifie à l'avance, puisqu'il faut que je rassemble des exemples qui fonctionnent, il faut mettre ça en place. Donc c'est des algorithmes un petit peu plus complexes qui me prennent un petit peu plus de temps. On va continuer le web côté client, mais encore une fois, je ne pense pas faire du web côté serveur, tout simplement parce qu'il n'y a pas de demande, enfin pas de demande pour moi, il y a de la demande, mais les organismes pour lesquels je travaille ont des gens qui font ça très bien, et donc pour l'instant je n'ai pas de module en fait de ce côté-là. Ce que j'aimerais, un projet qui me tient à cœur et que j'aimerais vraiment mettre en place, ce sont des vidéos passerelles, c'est-à-dire que je trouve que parfois l'éducation est très cloisonnée, c'est-à-dire que vous avez suivi un cours de maths, et puis quand vous sortez du cours de maths, en fait, vous oubliez tout, et puis vous allez en cours de programmation qui est cloisonné. En fait, on se rend compte que l'informatique est un outil vraiment très intéressant parce qu'il fait la passerelle entre plusieurs matières. Et on va s'apercevoir que, des fois, trouver un algorithme optimisé passe par des connaissances en mathématiques. Et ça, on le voit bien, puisque l'informatique, qui est une science qui est beaucoup plus récente que les autres, que les maths, la physique, la biologie, eh bien, on s'est aperçu que la programmation, elle va chercher des idées un petit peu à gauche à droite. Vous allez trouver des algorithmes en réseau de neurones qui font référence à la biologie. Vous allez trouver par exemple des colonies de fourmis. Là aussi, on a une analyse biologique des choses. On essaie de construire des moteurs graphiques. Des moteurs graphiques, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est des bibliothèques, si vous voulez, qui reprennent en fait les règles de la physique, qui essaient de créer une inertie, qui essaient de créer une gravité. Et donc en fait, on retrouve plein de choses, plein de liens en fait entre l'informatique, la programmation et d'autres éléments. On a même en fait des points communs entre la musique et la programmation, peut-être même entre la poésie et la programmation. Si on y réfléchit bien, en fait, la poésie, eh bien on vous demande d'écrire par exemple des vers de 12 pieds et de les faire rimer entre eux. Eh bien en fait, c'est de l'écriture sous contrainte. Et ce que l'on fait quand on programme, eh bien nous aussi, on fait de l'écriture sous contrainte, c'est-à-dire que on doit mettre nos exigences sous une certaine forme pour être compris de la machine. Donc je pense qu'il peut aussi y avoir des passerelles entre ces thèmes-là. C'est des passerelles que j'aimerais explorer et de voir un petit peu où ça peut nous amener. Autre sujet dont j'aimerais vraiment parler un jour quand j'aurai le temps, mais là aussi j'ai pas de demande du point de vue de mes étudiants, donc c'est quelque chose qui n'est pas prioritaire, c'est le langage de programmation Rust. Alors pourquoi Rust m'intéresse ? Eh bien parce que Rust est un langage de programmation qui est dit comme étant très proche des performances du C et ayant des capacités de cybersécurité, ou en tout cas des sécurités accrues. Alors c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas expert du tout, mais pourquoi Rust m'intéresse ? Eh bien tout simplement parce que les noyaux de Linux et Unix sont programmés en C, C++ depuis le début, et ceux qui gèrent les systèmes d'exploitation n'ont jamais accepté que ce soit programmé en autre chose que C ou C++. Et là, récemment, en fait, ces systèmes d'exploitation ont accepté que des choses soient programmées en Rust. Et donc je me dis que si
les systèmes Unix et Linux ont accepté qu'il y ait des choses qui soient programmées en Rust, c'est quand même un langage de programmation qu'il faut peut-être surveiller, garder un petit peu à l'œil. Donc c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi, une introduction à Rust. Pareil, commencer par une intro, voir si les gens sont intéressés, voir si ça m'intéresse moi aussi, parce que c'est important aussi. On sent bien dans l'explication que je suis capable d'expliquer beaucoup mieux des choses qui m'intéressent. Je pense que c'est un petit peu propre à tout le monde. Et donc, voir un petit peu comment ça fonctionne. Programmation web côté serveur, je reviens un petit peu dessus. Pareil, j'ai pas de demande étudiant. Je sais aussi qu'il y a des gens qui font ça très bien. Je pense notamment à Graphicart, sa chaîne, où il fait de la programmation web côté serveur sur différents langages. C'est très bien présenté, la personne est très pédagogique, donc c'est vrai que là, en programmation web, eh bien, non seulement j'ai pas de demande, mais en plus je trouve qu'il y a d'autres créateurs qui font vraiment un très bon contenu là-dessus. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je ne m'engagerai pas vraiment. Autre chose sur lequel j'aimerais m'engager par contre sur l'année à venir, c'est l'amélioration de la qualité des vidéos. Et c'est quelque chose en fait auquel je n'ai pas fait peut-être assez attention ces dernières années. Je le dis, je le répète, mais à la base, moi je suis développeur. Le métier de l'audiovisuel, du son, de l'image, c'est absolument pas mon truc. Et donc en fait, eh bien, ça me pose plus de problèmes. Il y aura donc là aussi en fait des évolutions. Alors pareil, je vais essayer de me plonger un petit peu dans la doc des outils que j'utilise pour essayer de voir ce que je fais. Alors pour l'instant, les vidéos sont... je me base énormément sur le contenu. Sur la forme, en fait, je fais très peu de choses, en fait. Mes vidéos sont souvent d'un seul tenant, ou alors elles sont en 3 parties. Le montage, en fait, c'est pas... Le montage que je fais n'est pas très complexe. Je colle juste les bouts de vidéo, les 3-4 bouts ensemble, et j'en fais qu'une seule vidéo que je poste sur YouTube. Donc là aussi, pour l'instant, j'ai pas de titre, j'ai pas de transition, j'ai pas ce genre de choses. À voir en fait si ça amène quelque chose, donc je vais essayer d'améliorer la qualité des vidéos en justement explorant un petit peu les possibilités d'OBS. Pareil, je pense que j'utilise OBS vraiment de manière très simple, que j'ai pas une vue globale de ce qu'est capable de faire le logiciel. Et le logiciel de montage, c'est pareil, j'utilise vraiment les fonctionnalités de base. Donc là aussi, il y a peut-être des choses qui peuvent évoluer. Donc, il y aura une partie justement sur la technique sur laquelle j'aimerais en fait me pencher. Alors j'aimerais faire aussi une sorte de FAQ, de foire aux questions, au niveau des questions qui me sont posées. Alors soit qui me sont posées directement par les étudiants que j'ai en face de moi, ou les questions que je retrouve le plus souvent dans les commentaires, pour voir un petit peu, pour répondre en fait à toutes les questions de manière globale. Alors la première chose que je peux dire, c'est que la plupart des commentaires sont très positifs. Donc je suis très content, ça fait toujours très plaisir de lire quelqu'un qui m'a dit « Oh, tu m'as sauvé mon année, j'avais rien compris dans ce domaine-là, grâce à toi, j'ai compris ». Alors c'est pas toujours grâce à moi, c'est que tout simplement, la plupart du temps, quand vous relisez en fait quelque chose que vous avez déjà entendu d'une manière peut-être d'un autre point de vue, et bien effectivement c'est souvent plus clair. Mais c'est plus clair parce que c'est la deuxième fois que vous l'entendez. Ce qui peut être aussi intéressant et plus clair, c'est justement que ça va vous emmener à un point de vue différent. En tant que formateur ou d'autres enseignants que vous avez pu avoir, eh bien ils adoptent souvent un point de vue pour vous présenter des choses. Et alors il y a des étudiants qui comprennent rapidement avec ce point de vue et d'autres étudiants qui ont du mal avec celui-là. Et peut-être que d'aller voir quelqu'un qui vous présente la même chose, mais d'une autre façon, ou qui amène les choses de façon un peu différente, eh bien ça va plus vous convenir. Donc voilà, je suis très content des commentaires positifs. Alors j'ai un petit défaut, parfois du mal à y répondre à tous, parce que je commence à en avoir pas mal maintenant. Mais je suis très content en fait de pouvoir vous aider, d'avoir voilà, des vidéos qui servent, qui sont regardées et qui en plus peuvent servir justement pour les préparations d'examen, les préparations d'évaluation, et qui vous permettent de revoir certaines choses au dernier moment. Revoir un truc le dimanche juste avant de faire une semaine d'évaluation, eh bien ça peut être intéressant de retrouver des ressources plutôt que d'avoir à appeler son prof un dimanche, parce que là vous risquez gros. Ok. Il y a une réflexion aussi que je me fais maintenant sur les vidéos et qui est partagée avec d'autres youtubeurs avec lesquels j'ai pu discuter, d'autres youtubeurs techniques,
c'est qu'effectivement, plus la vidéo est simple et généralisée, plus elle va faire de vues. Et plus la vidéo rentre dans un sujet complexe et technique, moins elle va faire de vues, mais plus les commentaires de ces vidéos techniques vont être intéressants et ciblés. Donc, mon objectif depuis le début, c'est pas forcément de vivre de cette chaîne ou de faire des vues, donc je vais continuer en fait à faire les deux. Je n'ai pas envie de me concentrer uniquement sur des vidéos de présentation où on effleure en fait une technologie mais sans vraiment expliquer comment ça marche. Ça peut être intéressant pour une partie des gens qui se disent voilà, tiens, j'aurais bien aimé savoir de quoi ça parle. Ok, je sais de quoi ça parle, ben ça me plaît ou ça me plaît pas, j'ai pas envie de continuer dedans. Et moi, ce que j'ai aussi envie de faire, c'est vraiment des vidéos un petit peu plus complexes, où on se casse un petit peu la tête pour trouver comment solutionner un problème. Alors par exemple, ce qu'on a fait cette année, qui va dans ce sens-là, c'est les arbres rouges et noirs, les arbres auto-équilibrants. C'est des algorithmes qui commencent vraiment à être assez complexes à comprendre, mais j'ai eu la surprise en fait de voir que j'avais des questions sous ces algorithmes, et les questions étaient très ciblées, et je me suis aperçu que les gens cherchaient vraiment à comprendre comment marchait l'algo. Alors je suis très content, parce que c'est des algorithmes qui sont difficiles à comprendre, mais c'est quelque chose, quand vous l'avez compris, qui est vraiment très intéressant. Le concept d'avoir une structure de données qui se réorganise elle-même en fonction des besoins, je trouve ça vraiment très intéressant. Et je suis content que des gens s'accrochent, et d'avoir des questions qui sont vraiment très ciblées sur des points un petit peu chauds de l'algo. Ok, donc je continuerai en fait à faire ça, même si ça fait pas des vues, je m'en fous. Si ça peut aider à des gens pour aller un petit peu plus loin, même s'ils sont en très petit nombre, moi ça me va parfaitement. Alors autre question que j'ai eue un petit peu plus surprenante, est-ce que je compte faire des YouTube Shorts ou des TikTok ? Alors vu la longueur de mes vidéos, et vu la longueur de la vidéo que je suis même en train de faire ici, on s'aperçoit très vite en fait que le format short ou le format TikTok en fait me convient pas du tout. Une vidéo d'1 minute, compliqué pour moi. Alors ça sera un très bon exercice, hein. Ça m'obligeait d'être très synthétique, mais comme je vous l'ai dit, ce que j'essaie de faire la plupart du temps, c'est d'avoir des vidéos autonomes, c'est-à-dire d'avoir une vidéo dans laquelle vous comprenez tout ce que vous avez à comprendre, sans être obligé de chercher à gauche, à droite, des prérequis dans tous les sens. Il faut que je fasse un choix, je peux pas le faire, et je vois pas en 1 minute ce que je pourrais expliquer. Je vois pas expliquer l'algorithme Dijkstra en 1 minute, je sais pas. Je sais pas s'il y a à faire quelque chose de ce côté-là. Ce que je vais faire en revanche, c'est qu'il y a de fortes chances que je crée une chaîne secondaire dans les prochains temps, que cette chaîne secondaire ne va pas parler d'informatique, donc c'est-à-dire que la chaîne Algomus va continuer à parler de programmation, de maths, et de faire des passerelles entre les deux, mais j'aimerais une chaîne secondaire en fait où je vais justement faire des essais. On va peut-être essayer de faire du short ou du TikTok, alors peut-être pas forcément dans l'informatique, mais moi ça m'intéresse de voir un petit peu comment ça fonctionne, de voir un peu comment comment créer un short derrière, comment ça se met en place. Alors pourquoi pas, mais sur une chaîne secondaire, je voudrais pas que ma chaîne principale devienne en fait une chaîne TikTok ou une chaîne short. Celle-là, je veux vraiment la garder comme elle est. Je trouve que les thèmes abordés sont bien comme ils sont, j'ai pas envie de changer. Par contre, cette chaîne secondaire reprendrait peut-être des thèmes sortant de l'informatique. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais m'améliorer aussi en technique, en visuel. Et donc, eh bien, cette chaîne secondaire pourrait par exemple reprendre des vidéos où j'expliquerais comment on se sert d'OBS, alors sans être un expert, mais peut-être expliquer les points où moi j'ai passé des heures de réglage et des informations que j'ai eu du mal à trouver, et ainsi de suite. Expliquer comment je fais mes vidéos, un petit peu l'envers du décor, donc expliquer OBS, expliquer un peu le montage, et d'avoir des vidéos qui vont venir en fait progressivement alimenter cette chaîne secondaire en fonction des acquisitions de connaissances que je fais. Voilà. Ça pourrait être une idée, c'est quelque chose qui me traverse l'esprit depuis un certain temps, et qui pourrait peut-être voir le jour dans l'année qui vient. Alors autre chose, on me dit souvent, est-ce que tu vas parler de framework? Est-ce que tu vas parler de React? Est-ce que tu vas parler d'Angular? Est-ce que tu vas parler de Vue? Non. Non, pour la simple et bonne raison, c'est que je suis pas développeur web. Alors j'ai pas été développeur web dans mon métier. Alors je connais le HTML, le CSS et le JavaScript,
Mais je ne suis jamais quelqu'un qui a utilisé ça 8 heures par jour, 35 heures par semaine, pendant 3 ans. Je m'en suis servi un petit peu sporadiquement, mais mes langages sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est plutôt, en fait, c'est C++, Java, Python. Voilà. Un petit peu de C Sharp, mais c'est pas, en fait, des langages vraiment proprement dit web. Et comme je ne travaille pas beaucoup sur le web, je ne veux pas non plus me mettre à des frameworks, puisque les frameworks, j'ai l'impression que c'est quelque chose... Je veux pas dénaturer les développeurs web, mais j'ai l'impression que les frameworks sont des fois des effets de mode. Voilà, vous avez un framework qui fonctionne, et puis tout d'un coup il devient lourd, et puis il y en a un qui le remplace, et puis celui-là, ben, tout d'un coup il est plus tellement bien, et puis il faut le remplacer par autre chose. Et à un moment donné, j'ai pas le temps. J'ai tout simplement pas le temps d'expliquer des frameworks. Il y a des développeurs comme Graphicart par exemple, dont j'ai déjà cité le nom, qui sont vraiment sur le développement web à temps plein. Et donc effectivement, ils ont beaucoup plus de latitude pour visualiser pour expliquer les frameworks qu'ils utilisent. D'ailleurs, il fait des vidéos très bien. Hein. Je peux, si jamais vous cherchez des informations là-dessus, je peux que vous envoyer vers lui. C'est quelqu'un dont les vidéos sont très bien faites, hein, et dont je m'inspire aussi quand j'ai besoin de quelque chose en programmation web. Moi, je vais pas aller trop sur le web. Pour revenir sur la logique de sortie des vidéos, pareil, y a des gens qui sont des fois un petit peu frustrés puisque j'avais commencé une série de vidéos que j'interromps en plein milieu et je repars sur autre chose. Encore une fois, c'est la logique de mon métier qui fait ça. Comme je suis formateur devant des étudiants, eh bien, ils auront toujours la priorité en fonction des évaluations ou des projets qu'ils ont à rendre. Ils ont des fois besoin de ces vidéos de support, donc c'est vrai que de temps en temps, un groupe a besoin de quelque chose, eh bien je fais la vidéo assez rapidement, je l'intercale, pour qu'il ait le support et qu'il puisse continuer, qu'il ne soit pas bloqué dans les projets. Et cette logique, eh bien, elle va rester comme ça, parce que tout simplement, c'est aux étudiants physiques auxquels je donne la priorité, et les thèmes un petit peu plus libres, eh bien, occuperont les semaines ou le temps que j'ai de libre en dehors de ces moments-là. Alors j'ai beaucoup de questions sur l'IA. Alors on a parlé un petit peu de machine learning. Est-ce qu'on va continuer dans l'IA ? L'IA, j'ai un gros souci avec ce domaine-là. C'est un sujet qui me passionne pas. Je dis pas que c'est pas intéressant. On voit qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'IA. On voit que les prompts ChatGPT, ce genre de choses, ramènent énormément de choses. Moi, je vois l'IA un petit peu comme, si vous voulez, l'industrialisation à l'époque. C'est-à-dire qu'on est passé d'un métier entièrement manuel et on a remplacé les tâches les plus rébarbatives par des machines. L'IA, j'ai l'impression que ça va être un petit peu ça. C'est-à-dire que ça va remplacer les tâches un peu robotiques, les tâches un petit peu, rébarbatives, où on fait toujours la même chose et ainsi de suite. Il y a beaucoup de débats en ce moment. Est-ce que ça va remplacer les artistes ? Personnellement, je pense pas. Mais ou alors, si on essaie de le faire, je pense qu'on va perdre en qualité. Je pense que c'est pas quelque chose qui est fait vraiment pour remplacer le côté artistique de l'être humain. Il y a quand même une machine qui est derrière. Et plus en fait j'en apprends de l'IA, plus en fait je me rends compte effectivement que c'est quelque chose sur lequel il y a plein de biais. Je reviens d'ailleurs dessus sur les algorithmes de modèles de machine learning. C'est pas parce que l'IA le dit que c'est forcément vrai. Il y a plein de biais, parfois l'IA se trompe, et on a un petit peu tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à prendre de l'IA comme argent comptant, de dire voilà, c'est l'IA qui me l'a donné donc c'est forcément juste. Non, c'est pas forcément juste. L'IA va piocher des informations, est capable en fait d'agréger en fait des sources d'informations diverses. Mais si l'information sur laquelle en fait se base l'IA n'est pas bonne, eh bien l'information qui sera donnée par l'IA ne sera pas bonne. C'est toujours de l'information qui est derrière. Derrière, c'est des modèles mathématiques, c'est des statistiques qui sont faites. Et voilà, en fait, une IA peut se tromper si l'information sur laquelle elle se base en fait est fausse. Donc, je vais continuer à approfondir le sujet parce que c'est quand même un sujet qui revient énormément, l'IA. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément un grand intérêt pour l'IA. C'est pas quelque chose qui me passionne. Pourquoi ? Peut-être aussi parce que j'ai fait mes études il y a maintenant plus de 20 ans,
Et à l'époque, quand j'ai fait mes études, en fait, on parlait énormément d'IA, et puis l'IA allait tout remplacer, et puis l'IA allait faire ci, et puis l'IA allait faire ça. Et du jour au lendemain, en fait, on s'est aperçu que l'IA avait ses limites, tout a été rangé dans un carton, et on n'en a plus entendu parler pendant une quinzaine d'années. Alors je pense que des gens ont continué à travailler dessus, mais c'est devenu en fait moins à la mode, et c'est revenu il y a quelques années. L'IA, et c'était comme à l'époque, en fait, l'IA va tout révolutionner, on va tout refaire avec de l'IA. Je sais pas. Les gens veulent faire de l'IA, par exemple, quand on commence à leur expliquer en fait que l'IA c'est un petit peu une intersection entre la programmation, les statistiques, donc les maths, hein, et un petit peu voilà, de connaissance de données, un petit peu de logique et un petit peu de bon sens, et qu'on découvre en fait que l'IA c'est pas magique, ça perd un peu de son charme, je trouve. Beaucoup de gens veulent faire de l'IA, mais si... Ah, il y a des maths derrière. Ah bah non, alors. Bah si, malheureusement, si. L'ordinateur, c'est quelque chose qui sait... C'est un outil qui sait avant... et qui sait par-dessus tout manipuler des chiffres. Donc manipuler des chiffres, ça va se faire avec des règles mathématiques. Et effectivement, il y a énormément de mathématiques, énormément de statistiques derrière les modèles en fait qui régissent l'IA. Et donc c'est intéressant de comprendre, je pense, comment marche l'IA, de démystifier un petit peu l'IA, d'essayer de comprendre que c'est pas magique. Donc si je continue sur l'IA, ce sera vraiment essayer de vous montrer un petit peu ce qui se cache derrière, comment ça fonctionne, sur quelles règles ça repose, et vous montrer aussi, vous parler aussi un petit peu des biais, puisqu'il ne faut pas non plus les perdre de vue, hein. Chaque fois que vous utilisez un modèle mathématique, il ne faut pas perdre de vue que ce modèle n'est pas parfait, qu'il a été monté sur des hypothèses, sur des suppositions, et qu'il peut contenir aussi des biais. Un sujet dont j'aimerais vraiment parler, parce que celui-là m'intéresse, par contre, c'est plutôt les technologies de la blockchain. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Cette technologie qui permet de ne plus avoir un validateur central, mais qui permet à un groupe de s'auto-valider des données, ça, c'est quelque chose qui, du point de vue algorithmique et du point de vue fonctionnement technique, m'intéresse beaucoup plus. Mais là aussi, c'est pas une demande que j'ai pour le présenter à des étudiants, donc c'est quelque chose qui sera probablement fait quand j'ai le temps, malheureusement. Voilà. Mais ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais revenir, parce que c'est un sujet, celui-là, par contre, qui m'intéresse vraiment. Voilà, donc j'ai déjà pris une vidéo qui... vous voyez que le format TikTok, c'est vraiment pas pour moi. Je pensais faire une vidéo courte aujourd'hui, ben j'y arrive pas. Faut que j'y travaille, hein, par contre, j'y travaille, mais j'ai du mal. Et donc, pour le mot de la fin, je voudrais effectivement remercier tous les gens qui pensent à me mettre un commentaire sympathique. C'est très encourageant, parce que effectivement, il y a des vidéos qui demandent énormément de travail, hein, pour rassembler les différents éléments, pour trouver un exemple qui colle, pour être clair dans la présentation, pour essayer de voir comment je peux amener ce sujet compliqué et le faire quand même arriver à le faire comprendre par la plupart des gens qui vont regarder la vidéo. C'est quelque chose dans lequel je me creuse la tête, et d'avoir en fait en récompense un commentaire qui me dit bah, super, tu m'as aidé, ou super, j'ai eu une bonne note à cause de toi, ou enfin grâce à toi, ou alors vraiment j'ai enfin compris ce truc que je cherchais à comprendre depuis des années. Bah, c'est une belle récompense. Ça montre aussi que ces vidéos ont du sens, hein, de sortir, qu'il y a des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que moi, donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Et que, effectivement, ça donne aussi envie de continuer à travailler dans ce domaine-là. Maintenant, comme vous le voyez, j'ai des tas de projets pour l'année qui vient. On va pas se mentir, ils aboutiront pas tous, hein, parce que mes journées font malheureusement que 24 heures. J'ai demandé une rallonge, mais je l'ai pas obtenue. Donc, effectivement, beaucoup de projets du point de vue qualité de la chaîne et du point de vue contenu également. Et donc, effectivement, on fera au mieux avec le temps qui nous est imparti. Mais je vous remercie encore de suivre ces vidéos, et je vous souhaite donc une bonne année qui vient, avec plein de contenu qui va parler encore de programmation, et bien plus.